Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Jérôme Cohen, le président fondateur d'Engage et porte-parole du grand défi des entreprises pour la planète, qui vient de dévoiler ses 100 propositions pour faire changer, évoluer notre modèle économique. Dans notre débat, on va parler du rétrofit des véhicules utilitaires et des voitures de collection, ou comment transformer une fourgonnette ou alors une mythique R5 en bijou décarboné. Et puis dans Smart Ideas, en partenariat avec H-Up, l'association qui accompagne les entrepreneurs en situation de handicap, on va découvrir Inclusive Events et son fondateur Rui Pereira. Voilà pour les titres, on a 30 minutes, vous le savez, pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Jérôme Cohen. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes donc le président d'Engage, porte-parole de ce grand défi des entreprises pour la planète. Vous l'avez lancé avec la scientifique Virginie Resson-Victor, présidente du GIEC Pays de la Loire. Oui. Alors, c'est un long et grand défi, on peut dire ça, c'est quoi? Oui, c'est ça, c'est un long et grand défi qui nous a pris 2 ans, qui est tout un processus en fait qui s'appuie beaucoup sur l'intelligence collective, sur une sorte de tentative de démocratie participative appliquée à l'économie. Oui. Et donc, on est parti d'avoir une grande consultation. On a pris le pouls de l'économie sur ces questions. Ouais. Ensuite, on a tiré au sort 100 représentants d'entreprises de toute taille, de toute géographie, de tout secteur d'activité. Et puis, qu'on a fait travailler ensemble pendant 8-9 mois à travers 6 sessions, notamment beaucoup de sessions entre les sessions, enfin d'intersessions en ligne, etc. Ouais. Et puis, on arrive à la dernière phase, puisque les 100 propositions, il y a eu, c'était quasiment, c'était 9 mois, donc c'était une gestation. Et les 100 propositions sont arrivées qui proposent d'accélérer, comme vous l'avez dit, la transition de l'économie et des entreprises. Et là, on passe à la diffusion. Maintenant, il faut que tout ça serve à quelque chose, soit appliqué de l'impact. Est-ce que, il faut être un peu ambitieux dans les mots, est-ce que c'est un nouveau capitalisme qu'on est en train, qu'il faut créer? Tout à fait. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est comment on réinvente un modèle qui soit finalement, alors on peut parler de capitalisme de la régénération, il y a beaucoup de mots là-dessus, peu importe, mais qui soit, je pense, l'entreprise ou l'économie est au service des hommes et les hommes sont au service de l'écosystème de la planète. Donc quelque part, ça renverse la priorité. On n'est pas à l'économique et puis on fait attention au social et environnemental. Le but de l'économie est un peu inversé d'une certaine façon, est au service des hommes et de la planète. Si on arrive à faire ça, je pense qu'on aura une chance d'arriver à faire cette transition environnementale. Et puis sur les 2 jambes, c'est important, le climat et la biodiversité. Et la biodiversité, on va en parler évidemment de biodiversité. La question du rythme de la transformation. Oui. Elle est évidemment cruciale. Et l'équation, elle n'est pas simple à résoudre. Parce que d'un côté, il y a l'urgence climatique, biodiversité, et de l'autre, il y a le risque de casse sociale. Comment on adresse et comment vous avez adressé ce paradoxe ou cette contradiction apparente? Je ne suis pas sûr que ce soit un paradoxe, en fait. Ouais. Il faut que les deux soient évidemment conduites en même temps. Donc, le social, on ne peut pas traiter la question environnementale au sens large sans traiter la question sociale. C'était au cœur des interventions. Mais ça veut dire que le capitalisme se met aussi au service des hommes, si vous voulez. Donc, je suis d'accord avec vous, mais j'aurais pu poser ma question différemment. On prend l'exemple de Total Energy. Si on dit Total Energy abandonne le fossile, il y a des dizaines de milliers de salariés sur le carreau. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça, c'est toujours une excuse de dire, en quelque sorte, on ne peut pas faire parce que sinon il y a le chômage, etc. Je pense qu'il faut aussi faire confiance quand même au monde économique ou à la société en général pour se réinventer. Vous savez, prenons l'exemple de Total. Si on veut rester dans les 1,5 degrés, donc dans ces trajectoires éditées par le GIEC notamment, ou par les accords de Paris, il faut que 80% de ces réserves, qui sont déjà comptabilisées en quelque sorte, restent dans le sol. Donc on sait très bien ce qu'il faut faire. Et maintenant, faut avoir l'inventivité, la créativité pour y arriver. Par quoi ça passera? Qui va payer pour ça? C'est toute la question. Mais il est évident qu'il faut y aller. Il n'y a pas le choix. En fait. Il n'y a pas le choix. Alors, il y a 100 propositions. On va en regarder, en détailler quelques-unes. Et je vais commencer par la biodiversité, parce qu'on a effectivement beaucoup parlé de climat et peut-être pas assez ou trop tard, je ne sais pas, de la biodiversité. Faire de la biodiversité une grande cause nationale, intégrée dans la stratégie nationale biodiversité 2030, un volet communication ciblant les entreprises. Pourquoi cet aspect-là est important? Pour moi, c'est fondamental, en fait, qu'ils aient rajouté de ça, les délégués, parce que c'est vraiment les délégués qui ont fait émerger ces propositions. D'une part, première réponse à première partie de réponse, la biodiversité,
elle a été très peu prise en compte, je pense, par rapport au climat. D'une part, parce que c'est l'agenda médiatique, d'une certaine façon. On a beaucoup plus parlé depuis une dizaine d'années du climat. Et parce que c'est beaucoup plus complexe. Le climat, ça peut se résoudre, je caricature, par un prix carbone, etc. La biodiversité, eh bien, il y a une complexité. Est-ce qu'on peut donner une valeur à un animal, une valeur à une zone humide? C'est très compliqué. Et ça nécessite, et c'est pour ça que... Alors, et pour répondre à la deuxième partie de la question, 75% à peu près de l'impact, c'est les entreprises. Donc, évidemment, il faut que les citoyens évoluent, changent, prennent conscience, changent certaines de leurs pratiques, que la consommation évolue. Mais ce qu'il faut cibler en priorité, c'est bien les entreprises. C'est à elles de bouger. C'est à elles de faire le plus d'efforts. Et je dirais que, et c'est d'ailleurs ce qu'il y a dans les propositions, certes, on demande aux entreprises de bouger, mais il y a beaucoup de propositions où on propose des systèmes, des process pour aider leur transition, et en particulier les TPE et les PME. Il y a énormément de réglementations qui vont arriver au niveau européen, notamment au niveau européen, la CSRD, etc., pour que les entreprises s'y adaptent, anticipent et soient prêtes à ce moment-là. Il y a un chemin. Donc on propose par exemple de faire un guichet unique, un peu comme pour les artistes, mais pour cette transition, pour les aider avec beaucoup de ressources, des financements, etc. C'est pareil, si on veut prendre la biodiversité, il y a une autre mesure qui peuvent être faites par les entreprises elles-mêmes ou par leur écosystème, c'est la question de la triple comptabilité. Alors, c'est super intéressant. Triple capital. C'est un peu technique, mais pas tant que ça, en fait. Et là, pour répondre presque à la première question, ça remet en cause totalement, ou en question, ou ça chamboule le les normes comptables qui changent radicalement. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va mesurer une entreprise, sa performance, autant sur le financier que l'extra-financier. Donc on va mettre le social et l'économie et l'environnemental au cœur de la comptabilité. Qu'est-ce qu'on compte? Qu'est-ce qu'il faut vraiment compter? Triple? Je me suis posé la question, pourquoi triple? Social, environnemental et économique. D'accord, ok. Donc, l'économique reste quand même, pour une performance économique, mais et de façon, je dirais, presque à égalité. Après, il y a énormément, et c'est un problème, aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles normes comptables qui essayent d'émerger. Mais il faut se mettre d'accord sur une seule norme, parce que sinon on va comparer des choux et des carottes en quelque sorte. Et comment on arrive à faire ça? Ça, c'est aussi l'une des propositions qu'en 2030, on ait des normes qui soient édictées et une triple comptabilité, enfin une comptabilité triple capitale qui soit la même pour chaque entreprise. Mais ça, c'est une révolution énorme. C'est une boîte à outils, en fait, que vous proposez. Non, c'est d'une certaine façon une boîte à outils et puis une trajectoire. C'est-à-dire quoi? Tout ça fait écosystème. Donc, il n'y a pas des mesures... Bien sûr, on peut les prendre séparément, mais elles résonnent tout entre elles. Elles ont un fil rouge et un sens commun, bien sûr. Mais je vous posais cette question-là parce qu'il y a certaines des idées, des propositions qui sont applicables par une entreprise presque en solo, puis il y en a d'autres, il faut embarquer les partenaires, il faut embarquer les sous-traitants. Je pense qu'il y a trois niveaux. Il y a des propositions qu'une entreprise, effectivement, par exemple, obliger en quelque sorte les entreprises à avoir un administrateur. On ne peut plus être administrateur si on n'est pas formé à la question environnementale. La fresque du climat, c'est aussi votre job. Je suis aussi dedans. Donc, c'est une nécessité absolue. Ça paraît totalement logique. On ne peut plus prendre de décision aujourd'hui si on n'a pas un minimum de connaissances sur ces enjeux. Ça, c'est ce qu'une entreprise peut mettre en place quasiment toute seule. Pareil, indexer la rémunération variable du salarié ou des dirigeants sur la performance environnementale, extra-financière d'une boîte. Ça paraît assez logique, en fait, finalement. Et puis, il y en a qui nécessitent, comme vous l'avez très bien dit, que l'écosystème, de travailler avec l'écosystème entier, quelque part, de l'entreprise. Et puis, il y en a d'autres qui vont nécessiter de changer la réglementation, de changer la norme, changer les lois. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi commence un travail pour nous de plaidoyer, de lobbying d'intérêt général. Je prends par exemple la proposition sur la TVA, d'indexer la TVA sur la performance environnementale des produits. Là encore, si on veut que ça progresse, ça paraît assez logique, mais ça nécessite de rentrer dans la loi. Là, c'est au niveau européen, c'est ce que j'allais vous dire. Exactement. Il y a un dernier thème dont je voudrais parler. Affecter 10% du résultat net de l'entreprise à un fonds de réserve écologique non distribué destiné à financer sa transition écologique. C'est intéressant parce que je crois juste avant que vous annonciez vos 100 propositions, dans le même lieu d'ailleurs au Conseil économique, social et environnemental, il y avait le Crédit
Crédit Mutuel qui annonçait consacrer 15% de ses bénéfices, son résultat net, à un dividende sociétal. Et puis le même jour, la Maïf, 10% à un dividende écologique. C'est cette logique-là? Alors, pas tout à fait. C'est pas tout à Parce fait qu'en ça. fait, ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut que... Enfin, il est souhaitable, plutôt, que l'entreprise consacre 10% de ses revenus nets... non pas à aider la transition écologique dans son ensemble, à soutenir une ONG ou autre, une ce association qui est très bien, ou une start-up qui œuvre pour le bien commun. On ne va pas critiquer ça, bien sûr, c'est super. Mais c'est sa propre transformation. Voilà. Et on s'est appuyé notamment sur des entreprises qui sont témoignées, comme Alma, par exemple, une entreprise de la région de Grenoble, et qui le fait déjà. Donc il y a 10%, je crois qu'elle-même c'est 20%, chaque année, qui est mis de côté pour préparer sa transition. On sait que la transition va coûter de l'argent. Donc il y en a qui ont les moyens, donc qu'elles le fassent, qu'elles consacrent directement 10% ou 20%, si elles veulent évidemment, à cette transition, pour la préparer, pour l'accompagner. Et puis celles qui n'en ont pas les moyens, parce qu'elles sont trop petites, peu importe, pas la rentabilité, il faut que l'écosystème économique les aide, sinon on n'y arrivera pas. Mais je trouve fondamental, pareil, il faut évidemment former les salariés pour qu'ils prennent conscience. Il faut que ce soit une trajectoire collective et que toute l'entreprise, ensemble en quelque sorte, décide de faire de leur propre transition une priorité, et ça coûte de l'argent. On va continuer, une dernière minute pour se projeter dans l'avenir. Vous avez parlé du plaidoyer. Donc là, c'est quoi? C'est un travail de lobbying, il faut aller voir les ministres, président de la République, au niveau européen. C'est ce que vous allez faire dans les prochaines semaines, quoi. En fait, on a pour moi, deux principales audiences à aller voir. Donc deux plaidoyers ou lobbying d'intérêt général à faire auprès des décideurs économiques. Et ça, on a commencé beaucoup à le faire, c'est déjà beaucoup dans les réseaux. Il y a déjà certaines propositions qui sont déjà appliquées par certaines entreprises ou qui commencent à l'être, ça, on est très content. Et puis, pour faire évoluer les réglementations ou la loi, faut aller voir les politiques. Donc, on va aller voir, on a commencé à le faire, d'aller voir les cabinets, les ministres, pour qu'on leur explique, pour qu'ils s'approprient. Et on a une chance en quelque sorte, c'est qu'il y a un momentum là, législatif dans les 6 mois qui viennent, où il y a beaucoup de lois qui vont être édictées et qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, les politiques s'en emparent, on leur livre le bébé, on va travailler avec eux, mais c'est à eux d'appliquer et de faire que ces propositions soient mises en œuvre concrètement. Merci beaucoup, Jérôme Cohen. Bravo pour ce grand défi des entreprises pour la planète qu'on suivra évidemment dans cette émission. On passe à notre débat, le rétrofit au programme. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente mes invités. Frédéric Strady, bonjour. Enchanté. Enchanté, bienvenue. Vous êtes directeur général de Kinomic. Et puis avec nous, en duplex, en visioconférence, Stéphane Vimez, bonjour, directeur général de Airfit. On parle rétrofit, évidemment. Kinomic, présentez-nous votre société. Alors, Kinomic, c'est une jeune entreprise qui est spécialisée dans la mobilité durable et innovante, plus particulièrement zéro émission. Et donc, quand on parle zéro émission, on parle rétrofit également. Alors, il faut réexpliquer peut-être rapidement ce qu'est le rétrofit. Tiens, par exemple, sur quel type de véhicule vous pouvez travailler? Alors, ça peut s'adresser à tous les segments de véhicules. Et le rétrofit, c'est le fait de remplacer un moteur thermique en moteur électrique ou hydrogène, suivant le texte de l'arrêté du rétrofit. D'accord, vous maîtrisez les deux technologies. C'est très différent ou c'est un peu similaire? Alors, il y a des points communs. C'est la batterie, par exemple, et le moteur électrique. Et puis derrière, il y a tout le système de distribution d'hydrogène qui est là spécifique, effectivement. Évidemment, qui est spécifique. Stéphane Vimez, présentez-nous Airfit. Donc, vous êtes dans le même business, le rétrofit, avec quelle spécificité? Oui, bonjour. Nous, on est sur une niche parce qu'on vient du monde de la voiture de collection, la voiture de cœur pour de nombreux Français. Et nous, notre ambition, parce qu'on est entreprise du patrimoine vivant, donc on vient de ce milieu-là. Et depuis quelques années, on est dans ces sujets de mobilité électrique. Et notre ambition, c'est de permettre à ce patrimoine auquel les Français sont très attachés, d'arriver vers les jeunes générations et de continuer à rouler demain en convertissant des véhicules anciens en véhicules électriques et leur redonner un nouvel usage finalement. Et alors au moment où vous parlez, on voit apparaître une magnifique R5. C'était ma première voiture, donc comment vous dire que je suis sensible au rétrofit d'une R5? Ça fait partie des modèles sur lesquels vous travaillez? Oui, tout à fait. On va s'attaquer à toutes les Madeleines de Proust comme la R5. On a démarré avec un 2 chevaux qui était évidemment le véhicule emblématique pour de nombreux Français. Et puis récemment, on a annoncé un partenariat avec Renault qui s'intéresse beaucoup à la solution du rétrofit. Et donc, on l'a fait avec la R5 et la 4L que vous voyez également à l'écran, qui sont des 2 véhicules extrêmement appréciés des Français.
Et on a même annoncé donc très récemment un nouveau partenariat pour faire la Twingo, qui elle est à la frontière entre une voiture de cœur pour des générations plus jeunes, mais aussi un véhicule qui est encore très actuel en milieu urbain. Vous nous l'avez dit, partenariat avec Renault. En quoi ça consiste, un partenariat comme celui-là? Déjà, il y a une mise en lumière, parce qu'évidemment, quand vous avez un constructeur tel que Renault qui s'intéresse à la technique du rétrofit, c'est évidemment une belle reconnaissance. Renault, d'un point de vue de la communication, veut s'intéresser à toutes les solutions, donc le rétrofit en fait partie. Et puis, on a un partenariat, on a des réflexions sur les partenariats techniques, c'est-à-dire que Renault a aujourd'hui accès à des composants à des coûts beaucoup plus bas que sont les artisans comme les nôtres, a une énorme expérience dans l'électrique, l'expérience acquise. Et puis, le troisième levier, c'est qu'ils ont une très forte connaissance de l'industrialisation, puisque si on veut faire de l'impact en décarbonation, que ce soit dans des véhicules anciens ou dans des véhicules utilitaires comme Frédéric, il faut être capable d'industrialiser la solution. Et c'est sûr que les constructeurs automobiles ont une énorme expérience là-dessus. Alors justement, Frédéric Stradi, vous, c'est avec Stellantis que vous avez signé un partenariat. Présentez-nous ce partenariat. Alors oui, effectivement, nous avons signé un partenariat en décembre 2022 pour le rétrofit de véhicules utilitaires, c'est-à-dire que nous co-développons une chaîne de traction pour les utilitaires, je dirais même pour l'ensemble des utilitaires de Stellantis. Oui. Donc là, potentiellement, c'est combien de voitures? Parce qu'on parlait d'industrialisation, c'est vrai que c'est un des défis de votre secteur. C'est combien de véhicules sur lesquels vous pourriez travailler, je sais pas, par an ou à échéance 5 ou 10 ans, quoi. Alors, effectivement, aujourd'hui, on travaille sur un vivier, en théorie, sur un vivier de 40 millions de véhicules, 9 millions d'utilitaires. Et il faut bien considérer dans l'ensemble de ces utilitaires qu'il y a un taux de dieselisation très fort de 98%. Et 98%, c'est énorme, sachant que c'est des véhicules qui ne pourront plus rentrer bientôt en ZFE, tout d'abord, et qui sont autant de véhicules à rétrofiter, parce qu'il y a un besoin de décarbonation réel et urgent. Et donc ça, c'est le potentiel. Et avec Stellantis, vous avez une garantie d'un nombre de véhicules à rétrofiter? C'est quoi le partenariat? Aujourd'hui, on travaille sur un marché émergent, Oui. Et on travaille aussi sur des volumes assez conservateurs. Mais effectivement, il y a un volume important si on considère la France et puis l'Europe, puisqu'on s'oriente vers une harmonisation peut-être européenne. Je vous pose cette question parce que ça peut être un paradoxe, en tout cas apparent, pour un grand constructeur. On parlait de Renault ou Stellantis, de dire je vais vendre moins de voitures neuves, de véhicules utilitaires neufs si j'industrialise le rétrofit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il faut considérer que le véhicule rétrofité, quand on parle d'utilitaire, ne vient pas en concurrence avec un véhicule neuf. Ouais. Il vient en concurrence plutôt avec un véhicule d'occasion, un véhicule électrique d'occasion, dont il n'existe pas d'offre en définitive. Chercher un véhicule utilitaire d'occasion aujourd'hui électrique, ça n'existe très peu. Stéphane Vimès, vous étiez présent au salon Rétromobile au début de ce mois de février. Dans un secteur comme celui-là, vous nous le disiez, on est un secteur de niche, ça prend de la place le rétrofit aujourd'hui? Quelle place? Oui, ça prend de la place. En tout cas, les mentalités changent. Si c'est ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a quelques années, quand on se présentait dans des salons pour expliquer ce qu'on faisait, certains étaient prêts à nous jeter des tomates. Aujourd'hui, on voit vraiment les mentalités évoluer. On a beaucoup de curiosité. Beaucoup de gens se projettent. Et au-delà du sujet environnemental et de la solution qu'apporte le rétrofit, il y a aussi des sujets de simplification d'usage, de fiabilité qui sont liés à l'électrique. C'est-à-dire que beaucoup sont attirés par la ligne intemporelle des véhicules électriques, mais en même temps, ils ont un petit peu peur par rapport à la fiabilité du moteur thermique. Et donc, ils associent aussi l'électrique à de la fiabilité, de la simplicité. Donc, on a une évolution très positive vis-à-vis de la conversion électrique de véhicules anciens. Là, vous nous avez parlé de petits modèles iconiques, très populaires. Il y a aussi des propriétaires de voitures, je ne sais pas, beaucoup plus luxueuses qui pensent au rétrofit, ou alors là, on est vraiment trop loin dans le changement de mentalité? Alors, c'est vrai que c'est là où ça devient plus pointu, parce que quand on a des véhicules notamment dont le moteur représente une forte valeur, c'est-à-dire qu'on imagine ces berlines luxueuses avec des V8, des V12, le moteur est au cœur de la valorisation de la voiture, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de freins. C'est pour ça que nous, on s'intéresse à ces véhicules iconiques qui ont été très largement diffusés. Donc on a parlé de la 2 chevaux, de la 4L, de la R5. Il y a la Fiat 500 qui est aujourd'hui dans les cartons. C'est d'ailleurs un projet qu'on mène en coopération avec Inomic. Et donc aujourd'hui, on s'applique à des voitures qui sont très largement répandues dans le marché.
parce qu'évidemment, on pourra capter plus de clients et surtout, on pourra leur donner le choix. Il y a ceux qui voudront conserver leur motorisation et d'autres qui voudront passer en électrique. Donc aujourd'hui, on s'applique à un marché le plus large possible. Frédéric Sradi, il faut rappeler quand même la base. Le rétrofit, c'est un moyen d'économiser de la matière première, tout simplement. Absolument. C'est vertueux pour la planète. Et l'avantage, effectivement, de l'offre du rétrofit, c'est que c'est maintenant. Les véhicules sont là, ils existent, le vivier est là, comme je le disais tout à l'heure. Ouais. Mais vous avez besoin de quoi? Parce que, bon, avec beaucoup moins de matière première, on ne construit pas une nouvelle voiture, mais il faut quand même une batterie, il faut quand même donc... Quel défi vous devez relever par rapport à ça? Parce qu'on sait que qui dit batterie dit métaux parfois rares, etc. etc. Donc. Alors effectivement, au rétrofit, il y a plusieurs barrières à l'entrée, je dirais. Il y a une barrière qui est technologique, puisque adapter une chaîne de traction électrique à un véhicule qui n'a pas été nécessairement conçu pour ça, c'est pas toujours simple, et ça pose des problématiques dites intersystèmes. Il y a une barrière à l'homologation, là aussi c'est un sujet, puisque ce sont des véhicules homologués par type. Et puis il y a une barrière que je vais qualifier d'industrielle, puisque pour rendre le rétrofit, j'allais dire rentable, il faut quand même le produire, être capable de le produire en masse. Et là, ça c'est trois verrous qui sont aujourd'hui. Et donc la phase industrielle, on y va lentement mais sûrement? Oui, absolument. Et le fait que les constructeurs soient des key players va beaucoup aider le rétrofit à se développer, à n'en pas douter. Stéphane Vimez, une question un peu basique pour terminer. Ça prend combien de temps? Ça coûte combien aussi de transformer sa voiture thermique en électrique? Sur des véhicules simples comme les nôtres, on est sur une vingtaine d'heures pour faire la conversion, donc c'est très rapide. Et le prix du kit, il oscille entre 15 000 et 17 000 euros. Et aujourd'hui, on a 6 000 euros de prime à la conversion à déduire. Donc, on va être entre 9 000 et 11 000 euros pour le client. Donc, c'est aujourd'hui, on doit encore faire des efforts sur le prix pour diminuer nos coûts. Donc, l'industrialisation vient y répondre. Et puis, on a aussi le support des pouvoirs publics parce que on sait très bien que pour accompagner la transformation, le soutien des aides, des bonus, des primes est important. Les pouvoirs publics ont compris. D'ailleurs, le ministère de l'Industrie a compris ce sujet d'industrialisation puisqu'il y a eu une consultation qui a été lancée au moment du mondial qui va donner lieu courant du printemps à des aides pour venir développer le rétrofit. Donc c'est une filière, je dirais, qui a tout l'avenir devant elle. Elle est encore récente puisque la réglementation, elle date de mai 2020. Et nous, on est très optimistes pour le futur parce qu'on a la compréhension des clients, un besoin de transformation qui est là et des pouvoirs publics qui ont compris la nécessité de venir soutenir cette nouvelle offre. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Smart Ideas, des événements inclusifs au programme. Smart Ideas en partenariat avec H-Up, l'association qui promeut et accompagne les entrepreneurs en situation de handicap. Aujourd'hui, gros plan sur la start-up de Rui Pereira, fondateur et directeur d'Inclusive Events, qui est avec nous au téléphone. Bonjour. Première question traditionnelle dans cette séquence. Quand et surtout pourquoi vous avez créé Inclusive Events ? Alors j'ai créé Inclusive Events lié au fait que j'avais créé un festival sur la différence et la diversité, le FESDIF, à Villeurbanne en 2010, par mes expériences liées au handicap, que ce soit dans ma famille ou moi-même. Et dans ce cadre-là, je me suis aperçu des difficultés d'accessibilité sur l'événementiel. Voilà. Et donc, pour cela, j'ai créé Inclusive Events pour améliorer. Oui, c'est d'abord. Donc, c'est lié à la fois à votre situation personnelle, votre propre handicap, les difficultés auxquelles vous étiez confrontés. Quelles solutions vous proposez ? Alors, les solutions que je propose, c'est sur deux axes au niveau d'Inclusive Events. C'est un axe consulting et accompagnement des organisateurs, et un axe où j'ai développé un cheminement d'accessibilité universelle, de comobilité, qui permet d'améliorer le déplacement des personnes à mobilité réduite sur les terrains accidentés et de manière temporaire. Donc c'est adapté à l'événementiel, mais également pour contourner les travaux, sur les plages, des pavés par exemple.
Ah oui, donc alors on va revenir sur l'aspect conseil tout à l'heure, mais donc ce dispositif comobilité, cheminement d'accessibilité universelle, c'est quoi? Juste pour bien comprendre ce que vous installez, ça marche comment? Oui, bien sûr. Donc ce sont des plaques qui s'accrochent les unes aux autres comme un puzzle, qui génèrent un cheminement suffisamment large pour les personnes en fauteuil, pour faire des demi-tours, pour manœuvrer. Et la particularité, c'est qu'il y a des bandes contrastées au milieu qui permet aux personnes aveugles avec des cannes de se diriger, de se guider. Donc c'est de couleur contrastée pour les personnes malvoyantes et avec des rainures pour les personnes avec des cannes. Et ça permet donc l'accès à tous. Et quand je dis toute personne à mobilité réduite, c'est les personnes aveugles malvoyantes, comme je le disais, personnes au fauteuil, mais également personnes avec des poussettes, personnes avec des valises, tout objet roulant en fait, des déambulateurs par exemple. Donc ça va bien au-delà du handicap en tant que tel, comme on le caractérise, et c'est pour tous en fait finalement. Oui, évidemment, on comprend que ça a un usage qui peut être le plus large possible. Dans cette activité, première activité, on parlait d'activité de conseil, est-ce qu'il y a de plus en plus d'organisateurs d'événements qui viennent vers vous, soit par volonté, par engagement, ou alors poussés par la réglementation? Comment ça se passe? Alors, dans l'événementiel, il n'y a pas vraiment de réglementation en tant que telle. La réglementation se fait surtout sur la voie publique, sur le bâti. Par contre, en effet, de plus en plus d'organisateurs prennent conscience de cette nécessité d'accueillir tout le monde, donc par engagement souvent et par prise de conscience. Voilà, il y a de plus en plus de prise de conscience par les collectivités, par les organisateurs, et qui viennent vers nous pour rendre accessibles leurs événements. Donc récemment, on a travaillé avec la Fête des Lumières à Lyon, par exemple, avec la capitale française de la culture à Villeurbanne, Jazz à Vienne, il y a le Hellfest également. Donc il y a vraiment un intérêt de plus en plus important de ces organisateurs d'événements, de ces événements, de rendre accessibles et d'amener les personnes à venir à la culture pour tous et pour toutes. Créer son entreprise, on le voit tous les jours dans cette émission, c'est quand même un sacré défi. On fait souvent plusieurs métiers en un. Est-ce que votre handicap vous a fait hésiter, ou pas du tout d'ailleurs? Disons que ça c'est venu un peu naturellement. Mon handicap, en fait, me fatigue un petit peu. Voilà, c'est vraiment plus lié à la fatigue, donc c'est prendre son temps. Et il est vrai que l'accompagnement par HUP, par exemple, m'a permis aussi de prendre conscience qu'il fallait prendre son temps pour bien stabiliser l'entreprise, avoir des bonnes fondations, comme je le dis souvent, pour pouvoir continuer à grandir à mon rythme aussi, donc en prenant ce que j'appelle le slow entrepreneuriat, par exemple. Voilà, c'est un peu ça, mais qui en fait, avec du recul, c'est bénéfique. Vraiment, c'est bénéfique parce que à chaque fois qu'on met une pierre sur le petit mur de la société, elle est solide en fait. Les fondations sont solides, qui permettent de développer une entreprise beaucoup plus sainement. Merci beaucoup Rui Pereira, bon vent à Inclusive Events. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, à très vite.